Le 29 juin 2022, Salah Abdeslam a été condamné par la Cour d'assises spéciale de Paris pour sa participation aux attentats terroristes du 13 novembre 2015. Il n'a pas fait appel. Sa peine, la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, est définitive. Ce podcast n'a donc pas vocation à refaire le procès. Il s'agit de le raconter avec un point de vue inédit, celui de l'avocate de Salah Abdeslam. Le 13 novembre 2015, c'est très particulier pour moi parce que je ne suis pas dans mes quartiers habituels parisiens. À l'époque, Olivia Ronen a 25 ans. Elle vient de finir l'école des avocats. J'avais l'habitude de sortir dans le 11e arrondissement. C'était le quartier de prédilection et le 13 novembre 2015, je suis en Asie, au Vietnam particulièrement, dans la baie d'Along. Ce qui fait qu'il y a un décalage horaire extrêmement important et qu'à 6h du matin, je sens que mon portable vibre beaucoup et que je reçois énormément de messages qui essaient de savoir si je vais bien, si je suis à l'abri. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis évidemment extrêmement inquiète et d'autant plus inquiète que j'ai pas l'accès à Internet. Je peux pas me renseigner pour savoir exactement ce qu'il en est. Vraiment, je suis pas bien. Je suis pas bien, mais à l'abri. Donc, j'ai pas de quoi me plaindre du tout. Et finalement, j'arrive à récupérer le portable de quelqu'un pour essayer de me renseigner un peu mieux. J'apprends que mes proches sont en sécurité, qu'ils n'ont rien. Et voilà, je leur demande de plus jamais sortir de chez eux parce que je suis très inquiète. Six ans plus tard, le procès de ces attentats vient de s'ouvrir. Il y a plus de 2500 parties civiles. Des rescapés, blessés physiques ou psychologiques. Et puis les proches des victimes, vivantes ou disparues. 250 ont décidé de venir raconter leur histoire à la cour d'assises. D'autres feront la démarche plus tard pendant le procès. Ces témoignages sont prévus pour durer 5 semaines, tous les jours, de midi à 20h, au-delà si nécessaire. L'avocate Olivia Ronen souhaite être présente le plus souvent possible pour les écouter. Juste derrière elle, dans le box vitré des accusés, il y a son client, Salah Abdeslam. Je m'appelle Noémie Schulz, vous écoutez Le Terroriste, un podcast produit par Europe 1 Studio. Épisode 5, des carnets pleins de larmes. Comme tous ceux qui suivent le procès, je redoute ces longues semaines de témoignages de parties civiles. J'ai pourtant l'habitude d'entendre la souffrance des victimes. Il y en a dans tous les procès d'assises auxquels j'assiste. Des parents dont l'enfant a été tué, des frères, des sœurs qui ont grandi avec l'absence. C'est toujours une épreuve. Mais les procès terreaux, c'est autre chose. C'est de la souffrance démultipliée. Il y a autant de vies brisées que de parties civiles. Le malheur des uns s'ajoute au malheur des autres. Et puis, il y a l'horreur de ce qui a été vécu. Ces scènes de crimes semblables à des scènes de guerre. Les rescapés se sont vus mourir. Ils ont entendu autour d'eux les gens souffrir, appeler à l'aide, s'éteindre. Des années plus tard, malgré le travail avec les psychiatres, malgré les médicaments, l'hypnose, le MDR, les antidépresseurs, les anxiolytiques, les plantes, malgré l'amour de leurs proches, certains vont toujours aussi mal. Un an plus tôt, j'ai été profondément marquée par les récits des victimes d'une autre série d'attentats, ceux de janvier 2015. Mes confrères du Monde avaient d'ailleurs conclu leur article par cette jolie formule. Il ne faut pas secouer trop nos carnets. Ils sont pleins de larmes. Il est vrai qu'il y a quand même une certaine appréhension. Tout d'abord parce qu'on sait que ça va être une phase très longue et que voilà, on avance sur une période du procès qui va prendre un certain temps et qui surtout va être une phase très dense en émotions. Moi, je m'étais préparée à ça, que ce soit en me disant que ça va être compliqué, mais aussi en lisant les procès-verbaux des dépositions de parties civiles. Voilà, j'étais pas forcément obligée parce que ça n'avait pas de lien direct avec les charges qui étaient retenues contre Salah Abdeslam, mais malgré tout, je m'y suis astreinte parce que j'avais envie de savoir un peu ce à quoi ça allait ressembler. Donc, j'avais fait une espèce de travail de préparation. Voilà, je savais à peu près la physionomie qu'une telle déposition pouvait avoir. Après, il y a une vraie différence entre lire des témoignages et les entendre. Lors des dépositions des victimes qui étaient sur les terrasses, il y a une toute jeune femme qui s'avance à la barre, qui indique qu'elle se prénomme Maya.
et qui ensuite va faire, avec une très petite voix, vraiment un filet de voix, mais très audible et très clair, qui va nous expliquer comment la soirée du 13 novembre 2015 s'est passée pour elle. Elle nous explique qu'elle est avec son mari, avec lequel elle travaille. Ils sont tous les deux architectes. Ils ont également 2-3 autres amis avec eux. Et ça m'a marqué, ils imaginent leurs 30 ans. Et ce qu'ils allaient faire pour l'anniversaire des 30 ans. Et cette jeune femme, avec beaucoup d'émotion dans la voix, mais en arrivant quand même à parler de manière extrêmement digne, elle nous explique que son mari décède sous les balles, qu'elle perd également certains de ses amis, et que tous ces projets d'avenir dont il était particulièrement question lors de cette soirée, tous s'écroulent. C'est vrai que lorsqu'on entend un témoignage comme celui-là, on s'identifie, on s'imagine en train de perdre celui qu'on aime, de subir cette scène-là, de se dire que l'avenir a plus beaucoup de sens. Bien sûr que le parallèle, il existe. Alors après, faut pas non plus trop en faire parce que c'est sa souffrance à elle. Et qu'il faut compatir plutôt qu'essayer de se l'attribuer un peu. Mais bien sûr que je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on a le même âge et que voilà, il y a quelque chose qui nous lie aussi par là. Il y a d'ailleurs certaines personnes que je connais un peu, avec lesquelles, par exemple, j'ai pu faire mes études, que j'ai pu connaître en certaines occasions, que je vois à cette barre et qui ont été touchées. Donc c'est pas évident à appréhender, mais je veux pas non plus en faire trop parce que c'est pas moi qui y suis. Voilà, et que j'ai eu la chance d'être épargnée. Peut-être qu'à une semaine près, les choses en auraient été différemment, et bien sûr que j'ai ça en tête. Dans le studio où nous enregistrons, quand je demande à Olivia Ronen quels témoignages l'ont le plus marqué, je me rends compte que nous avons retenu les mêmes histoires. Celle de Maya d'abord, mais aussi celle de Gaëlle. Gaëlle est ce qu'on appelle une gueule cassée, comme les soldats pendant la Première Guerre mondiale. Sauf que le 13 novembre, elle n'était pas dans une tranchée, mais dans une salle de concert. Des balles de Kalachnikov ont troué son bras gauche et emporté une partie de son visage. Les enfants de son entourage l'appellent la pirate. Gaëlle a des rêves simples. Croquer dans une pomme sans risque, boire un café sans que ça coule à côté et embrasser sans avoir peur de dégoûter. C'est toujours quelque chose de voir les personnes qui arrivent à la barre. Souvent, on arrive à capter des choses d'une démarche, assurée ou pas. On arrive à se faire un peu une idée de la tonalité du témoignage qui va suivre. Et là, c'est vrai que je vois quelqu'un qui marche d'un bon pas, qui a l'air, en tout cas, plutôt sûre d'elle. Et donc, elle nous explique, avec presque un détachement au début, qui ensuite se fendra, mais elle nous explique qu'il a fallu avaler ses dents pour éviter de tousser et d'attirer l'attention sur elle. Voilà. Gaëlle raconte qu'elle a subi énormément de chirurgie, qu'elle a 40 ans, qu'elle a subi 40 chirurgies, qu'elle espère que ce ne sera pas pareil pour ses 70 ans. Et de là où je la vois, on ne peut pas deviner qu'il lui est arrivé quelque chose. Parce que je la vois un peu de 3/4, je vois cette chevelure, je vois une très belle femme, beaucoup d'allure. Et elle nous explique qu'elle va avoir cette nouvelle opération et je l'imagine repasser sur la table de chirurgie. Je l'imagine peut-être les cheveux rasés. Alors là, c'est peut-être moi qui me fais des films. Hein. Mais c'est vrai que je vois toutes ces choses-là et ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur parce que on sent que c'est pas juste un moment dans une vie et que ça l'a marqué à jamais et que ça continuera de la faire souffrir à jamais. Nombreuses ont été les occasions où j'ai eu envie de pleurer pendant ces témoignages, très nombreuses. Je m'en suis quasiment toujours empêchée. Je m'en empêche parce que voilà, il faut quand même tenir le mât en fait, et que voilà, je dois pas. C'est un peu ce qu'on pouvait se dire, c'est que je n'ai pas vraiment la possibilité de montrer les failles.
Donc le plus souvent, je m'empêche de pleurer. Et ça n'arrive quasiment pas. Ça arrive une fois avec Gaël. Parce que je suis fatiguée. Parce que je sens que c'est un trop-plein et que j'arrive plus trop à gérer. On a attendu énormément de témoignages à ce moment-là. Je sais pas, on doit être à 3-4 semaines de témoignages. Donc c'est très très long, très très dur. Que celui-là me touche particulièrement. Et voilà, donc après je ne m'écroule pas, je ne m'effondre pas. Par contre, des larmes coulent. Et si j'ai beaucoup pesté contre le port du masque pendant ce procès, j'avoue que là, je suis plutôt contente qu'il soit là pour absorber directement lorsque les larmes commençaient à couler. Ce soir-là, je me dépêche de rentrer chez moi pour fêter les 9 ans de ma fille aînée. C'est un moment heureux, bien sûr, mais rien n'y fait. Ni les bougies soufflées, ni la coupe de champagne. Mentalement, je n'arrive pas à quitter la salle d'audience. Je n'arrête pas de penser à Gaël. Pendant ces semaines d'audience consacrées aux parties civiles, les accusés restent la plupart du temps silencieux. Ils écoutent. Leurs avocats aussi sont en retrait. Ce n'est pas le temps de la défense. Olivia Ronen s'est fixée pour règle de ne jamais interrompre ses victimes, de les laisser exprimer leurs émotions, leur colère aussi. Le 29 septembre, Olivier, un rescapé de la fusillade au bar Le Carillon, s'avance à la barre, et il raconte. Il a reçu une balle de Kalachnikov dans le bras. Son ami Sébastien est mort, touché à 7 reprises. Alors, il crie dans le micro. Il faut savoir ce que ça fait, 7 balles. Ça fait boum, 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 boum. Je sursaute, comme beaucoup dans la salle. J'aperçois un homme qui se bouche les oreilles. Le témoignage d'Olivier est très virulent. Il est exaspéré par les provocations de Salah Abdeslam. Quelques jours plus tôt, celui-ci a dit à propos des terroristes « ce sont mes frères ». À la fin de sa déposition, Olivier l'interpelle directement et le traite de racaille. Cette fois, Olivia Ronen se lève pour protester. Ce jeune homme se tourne vers moi et me dit maître, faut mieux choisir ses clients parce qu'à mal les choisir comme ça, on va finir par leur ressembler. Je ne dirais pas que cette phrase m'a bouleversée, mais je dirais qu'elle m'a marquée parce qu'elle m'a rappelé que rien n'est acquis et que notamment le rôle de l'avocat en défense n'est jamais acquis. Voilà, et que si on a l'impression que le fait de dire que chacun a droit à une défense, que les meilleurs avocats doivent être là pour les accusés qui sont dans les situations les plus graves, etc., on a l'impression que c'est un peu tarte à la crème parfois, et en fait c'est toujours nécessaire de le rappeler, et je crois qu'il est toujours nécessaire de faire ce travail de pédagogie pour ne pas qu'on oublie pourquoi il y a des avocats de la défense. Je ne vis pas forcément très bien ces semaines-là, parce qu'elles sont humainement très très difficiles à gérer. Le matin, je suis pas ravie d'aller au procès. J'y vais pas avec un train, c'est certain. Le soir, j'en repars lestée. Je sens que je dois traverser le tunnel, mais moralement, oui, c'est difficile. Moralement, c'est difficile. Après, j'essaye de mon côté de mettre un peu un couvercle sur ces émotions parce que il y a une question de temps. J'ai pas le temps de les analyser, j'ai pas le temps de les faire ressortir, j'ai pas le temps d'en discuter avec un psy, j'ai pas le temps de tout ça. Et je me souviens que je rêve beaucoup et je cauchemarde beaucoup. Non pas parce que c'est une position difficile en tant qu'avocat de la défense, le questionnement, je l'ai jamais eu, parce que je me savais à ma place. Par contre, humainement, oui, c'est dur. Moi aussi, il faut que je vous raconte quelque chose de plus personnel. Quelque chose qui m'est arrivé pile 1 an plus tôt. On est alors en plein procès des attentats de janvier 2015. Un matin, je me retrouve à attendre devant un laboratoire médical pour faire un test PCR. Nous sommes peut-être 10 ou 15 dans la file. Une voiture passe devant nous. Elle roule très doucement. Et le conducteur nous regarde. Je sais pas pourquoi exactement, mais je trouve qu'il a l'air mauvais. Puis il démarre, en trombe, et fait vrombir son moteur très fort. Et puis un peu plus loin, il fait demi-tour, comme s'il voulait repasser devant nous. À ce moment-là, mon cerveau commence à paniquer. Je pense à l'attentat de Nice, au camion qui a roulé sur des dizaines de personnes le 14 juillet 2016. Je cherche du regard les endroits où je pourrais me mettre à l'abri, un Porsche, une porte cochère. Et je regarde les gens autour de moi. Ils ont tous le nez collé sur leur téléphone. Je me dis, mais ils n'ont pas vu qu'on va se faire écraser ? Quelques secondes plus tard, la voiture repasse, et elle s'éloigne.
Le conducteur avait sûrement besoin de faire un test lui aussi, et il s'est juste agacé de voir qu'il y avait déjà autant de monde. La peur, la panique que je ressens ce matin-là, je les mets d'abord sur le compte de la fièvre. Mais ça ne passe pas, ça ne me lâche pas. Alors quelques semaines plus tard, j'en parle à un médecin. Et lui pose un diagnostic. Le stress post-traumatique par procuration. À V13, un psychiatre est venu décrire précisément cette pathologie. Elle peut toucher tous ceux qui passent beaucoup de temps au contact des victimes. À force d'entendre ces témoignages de mort, de traumatisme, de souffrance indicible, on finit par développer soi-même un syndrome qui a un nom. Le stress post-traumatique vicariant. Les soignants, bien sûr, sont en première ligne. Mais les avocats, les magistrats, les journalistes peuvent aussi être concernés. Chez moi, ça se traduit par une hypervigilance. Quand j'entends des cris dans la rue, par exemple, je commence toujours par imaginer le pire. Et aujourd'hui encore, ça n'a pas complètement disparu. Pendant ce procès, j'ai eu des plaques que je pouvais avoir sur la peau, parce qu'il y avait probablement plein de choses que j'arrivais pas à extérioriser par la parole, qui du coup l'étaient par mon corps. J'ai eu aussi une grosse période de quasi-surdité, ce qui fait que j'ai eu les oreilles complètement bouchées. J'étais au procès, je demandais à Martin, est-ce qu'il y a du bruit et qu'est-ce qui est en train de se passer, parce que je suis pas sûre de bien. Et donc voilà, je pense que la fatigue, les émotions et ce trop-plein de souffrance qui m'avait imprégné très fort, peut-être m'avait rendu sourde à un moment donné. Alors je sais pas, j'extrapole peut-être, mais je me suis renversé une casserole d'eau bouillante sur la jambe. Donc j'étais brûlée très profondément. Et ce qui là aussi, je pense, pouvait marquer physiquement une espèce d'imprégnation profonde que j'avais pu avoir, je crois, tout au long de ce procès. À cette période-là, se met en place une espèce d'habitude, qui pourra inquiéter, mais une espèce d'habitude qui est de passer à la brasserie, qui est juste en face du palais, qui est une institution, où on retrouve généralement 2-3 copains. Mais là, ça devient vraiment un rituel, à chaque fin d'audience, de descendre les marches du palais de justice et de se poser même quelques instants, pas forcément pour rester toute la soirée, mais au moins une demi-heure, 1 heure, pour discuter avec ceux qui ont vécu la même journée que nous. Et ça, c'est important, parce qu'on vit des choses tellement fortes qu'on a besoin de ce sas de décompression pour éventuellement débriefer ce qui vient de se passer à l'audience, ce qui vient d'être dit et entendu, mais aussi pour parler d'autres choses et dire n'importe quoi, et voilà, ce qui parfois met dans des situations un peu intéressantes, parce que lorsqu'on sort du procès, il n'y a pas les avocats de la défense d'un côté et tout le reste du monde de l'autre. Il peut arriver, pas tout le temps, mais il peut arriver qu'on se mêle les uns aux autres. Et ce qui fait que quelque chose d'un peu particulier se crée. C'est vrai qu'il y a l'idée que personne d'autre ne peut comprendre ce qui se passe dans cette salle d'audience, parce que c'est tellement particulier. Parce qu'il y a tellement de sentiments qui se mêlent, parce qu'on est tellement face à des choses terribles, mais en même temps, parfois des choses très belles qui arrivent. Qu'être face à ça, voir ces différents sentiments qui se mêlent, ça ne laisse personne indifférent, et ça nous rend, nous aussi, un peu différents de ce qui se passe dans le reste de Paris ou ailleurs, on va dire. Le fait d'entendre que des gens ont vu leur vie définitivement brisée, avec l'impression que c'est irrémédiable, c'est très difficile. C'est très difficile parce que l'espoir n'existe plus, on a l'impression. Après ces 5 semaines très éprouvantes, le procès entre dans une nouvelle phase. On va aborder le fond du dossier, c'est-à-dire ce qui est reproché aux accusés. C'est maintenant qu'Olivia Ronen entre vraiment en scène comme avocate de la défense. Vous venez d'écouter Le Terroriste, un podcast Europe 1 produit par Europe 1 Studio. Réalisation, Christophe Davio avec Clément Ibrahim. Production, Fanny Rascle avec Camille Bichler. Diffusion et rédaction, Lisa Soster. Musique originale, Sandy Lavallard, The Supervision. Je vous donne rendez-vous dès maintenant pour découvrir l'épisode 6.
le poids du silence. Salah Abdeslam, c'est pas mon pantin. Donc il garde toute sa liberté, et si à un moment donné il a envie de plutôt reprendre cette posture qui lui alliait bien la dernière fois parce qu'elle était quand même très confortable, bah c'est pas moi qui décide, quoi, c'est lui. Le Terroriste est disponible sur toutes les plateformes, ainsi que sur le site et l'application Europe 1. Si vous voulez poursuivre l'échange, je vous retrouve sur les réseaux sociaux où je continue tous les jours à raconter les procès que je suis. À bientôt.